Alors on va poursuivre cette conversation sur l'humanitaire et la e-santé. Et à mes côtés, Patrick Jivanovic, qui est vice-président de la Société internationale télémédecine technologie. Patrick Jivanovic, en quelques mots peut-être, qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, merci tout d'abord de nous accueillir. Nous sommes ce qu'on appelle un pure player de la e-santé. Nous avons à l'origine d'abord installé un certain nombre de logiciels dans les pays du Sud auprès des ministères de la Santé. C'est le marché que nous adressons. Si je peux parler de marché? Oui, c'en était un aussi. C'est pas interdit. Ensuite, nous proposons des systèmes intégrés, puisque quand on suit un ministère de la Santé, généralement, il a des besoins qui sont quand même un petit peu plus larges que simplement la partie soft, logiciel. Et donc, nous intégrons des systèmes pour ces ministères de la Santé dans ce qu'on appelle l'hôpital numérique. Et je pense qu'on y viendra tout à l'heure, surtout dans la veille sanitaire à caractère épidémiologique. Ce sont des sujets que nous travaillons aujourd'hui. Et puis aussi les postes de santé avancés, c'est-à-dire la santé mobile dans des zones qui ne sont pas couvertes et dans des zones qui sont difficiles d'accès. Pure player de la santé, dites-vous, mais vous avez aussi des actionnaires prestigieux qui sont Téléspatio, Thales, c'est-à-dire des gens qui sont très spécialisés dans la communication par satellite, entre autres. Le CNES, ouais. Le CNES aussi. Et dans les nouvelles technologies. Cheikh Fall est également à nos côtés. Vous arrivez de Guinée, vous dirigez en Guinée l'UNFPA. L'UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Et puis Aurélie Phillips, vous avez vu, les femmes sont majoritaires sur cette table ronde. Véronique Touvenot, ça vous fera plaisir ça. Aurélie Phillips, responsable du service technique de Première Urgence Internationale. C'est une ONG multisectorielle. Vos champs d'action sont relativement larges dans cette ONG, puisque vous vous occupez aussi bien de la santé, mais aussi de l'eau, de l'hygiène, de problématiques un petit peu plus larges, voire d'assainissement même. Et puis Manon Richesse, qui est à vos côtés, qui est responsable des partenariats et programmes à l'AMREF. C'est une ONG qui a son siège à Nairobi, au Kenya. Et vous souhaitiez tous les deux justement nous présenter un petit peu plus en détail, un peu plus en amont les activités de vos deux ONG. Alors, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite, en quelques minutes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'idée, c'est de vous présenter un peu ce que nous, on fait en termes d'e-santé dans les projets, mais c'est aussi de pouvoir présenter le groupe M-Santé de Coordination Sud que nous représentons aujourd'hui. Alors, Coordination Sud, c'est la plateforme des ONG nationales françaises, des ONG qui travaillent à l'international dans l'humanitaire et le développement. C'est une plateforme qui a été créée en 1994 et qui rassemble plus de 150 ONG. Au sein de cette plateforme, il y a différentes commissions et une commission santé qui est divisée en plusieurs groupes de travail. Et depuis fin 2015, il y a un groupe de travail spécialement dédié à la M-Santé au sein des ONG. C'est vrai que pendant longtemps, les ONG ont été un petit peu en retard sur ces problématiques-là. C'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, ça bouge énormément. Et ce groupe, qui rassemble aujourd'hui 8 ONG, a pour vocation de pouvoir faire du renforcement de capacité au sein des organisations et sur le terrain, de pouvoir partager nos connaissances, les leçons apprises, échanger vraiment sur nos expériences et pouvoir mutualiser tout ça et travailler davantage en partenariat. Et enfin, un autre des objectifs, c'est de pouvoir vraiment travailler ensemble à la mobilisation de ressources. Alors, quelques chiffres, Manav Touvenot en parlait tout à l'heure, c'est des chiffres qui me semblent importants. La M-Santé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde humanitaire change. On doit faire face à de nouveaux challenges. On parle de déplacements forcés de population. Aujourd'hui, la réalité, c'est 65 millions de personnes qui ont dû quitter leur domicile, leur région, avec des durées de déplacement de plus en plus longues. C'est de plus en plus de crises, avec de plus en plus de personnes qui ont besoin d'une réponse humanitaire. On parle de 125 millions de personnes. C'est quoi? C'est la crise syrienne, c'est le conflit au Yémen, c'est l'insécurité alimentaire croissante dans la Corne de l'Afrique. Donc des besoins qui augmentent, comme on peut le voir sur ce graphique, et surtout un gap entre les besoins réels, un écart entre les besoins réels et la réponse et le financement disponible. Donc sur ce graphique, qui est un graphique des Nations Unies, on voit que depuis 2004, les besoins ont augmenté de façon croissante et que l'écart entre les financements et les besoins est énorme, puisque là, on est quasiment à 10 milliards.
Donc la M-Santé, c'est aussi pouvoir essayer de faire mieux avec moins pour pouvoir faire face à ces nouveaux challenges. On parlait de l'urbanisation tout à l'heure. Pendant très longtemps, on est intervenu principalement en milieu rural. On n'intervient pas de la même façon en milieu rural et en milieu urbain. Donc aujourd'hui, développer de nouveaux outils, de nouveaux standards, c'est extrêmement important. Faire face aussi au changement climatique. Je parlais de l'insécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique. Pouvoir préparer ces situations de désastres naturels, c'est extrêmement important aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, un peu bizarre au milieu d'une présentation, mais du coup je reprends juste sur les enjeux socio-sanitaires dans les pays du Sud et en tout cas dans une dynamique plus de développement, où les enjeux sont multidimensionnels et la réponse doit pouvoir être holistique, en tout cas considérer les différents aspects qui limitent encore aujourd'hui beaucoup trop de femmes et d'enfants à une offre de soins de qualité. Donc les 3 grands défis en santé en Afrique particulièrement, mais aussi beaucoup en Asie du Sud, qui est l'accessibilité aux soins. On sait qu'aujourd'hui, il y a seulement la moitié des femmes qui ont accès aux soins prénatales optimaux, la qualité aussi de l'offre, donc la formation continue, mais aussi la disponibilité du personnel de santé de première ligne. Et là, du coup, j'appuie vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, les sages-femmes et les infirmiers avant tout. Et puis la pratique aussi, les enjeux socioculturels, la défiance qui peut exister, mais aussi voilà, le recours aux soins qui est souvent trop tardif encore. La M-Santé, et en tout cas les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui, en tout cas nous accompagnent et nous aident à casser ces barrières. Quand je dis barrières, c'est de différents ordres, particulièrement géographiques et financiers, mais c'est aussi une limitation des coûts pour nous et une facilitation, en tout cas une fluidification du circuit de la communication. Alors, quelques chiffres encore, et pour casser certaines idées préconçues parfois. Ici, vous voyez le nombre de souscriptions à la téléphonie mobile, et on voit que ça augmente de plus en plus, et on voit que ça augmente notamment dans les pays en voie de développement, et essentiellement en Afrique. Alors, c'est pas toujours les mêmes modalités d'utilisation qu'on peut les avoir en France. C'est encore beaucoup d'inégalités, Madame Touvenot le soulignait, entre hommes-femmes. C'est souvent un téléphone par ménage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui augmente et qui est de plus en plus présent. Et c'est aussi pour ça que c'est essentiel de pouvoir l'utiliser comme outil. Aujourd'hui, la réalité, c'est aussi qu'il y a plus de personnes qui ont accès à un téléphone portable qu'un accès à l'eau potable. Donc c'est aussi un outil clé et que nous, on utilise comme catalyseur, et c'est vraiment le message que je veux faire passer. La e-santé ou la M-santé, c'est pas un objectif en soi, ça doit vraiment être utilisé comme catalyseur, et donc c'est un outil qui va nous aider à lever certaines barrières comme Manon le soulignait. Alors, quelques contraintes et défis, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la standardisation, mais aussi l'interopérabilité. Il y a de plus en plus de projets qui se développent. C'est important que tous ces projets puissent être connectés entre eux, que les différentes applications puissent être connectées entre elles. C'est la gestion et la sécurisation des données. La coordination entre partenaires, c'est aussi quelque chose de très important pour pouvoir harmoniser les pratiques. Et aujourd'hui, un défi majeur, c'est aussi ce que moi j'appelle le syndrome de la pilotitis, c'est qu'il y a de plus en plus de projets pilotes, mais la mise à l'échelle est extrêmement difficile, et du coup, ça devient aussi compliqué de mobiliser des financements pour mettre en place des projets. Peut-être rapidement, puisque j'imagine qu'on en reparlera, les facteurs de réussite et les perspectives, mais je crois qu'on en a déjà rapidement parlé. Les enjeux de connectivité, bien sûr, la considération des modes offline, particulièrement sur nos dispositifs. L'inclusion numérique, et comme le rappelait Aurélie, c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un levier de changement durable, c'est un accélérateur de progrès. Enfin, on peut dire un tas de choses, mais en tout cas, c'est pas la solution.
solution. En tout cas, ça nécessite un accompagnement approprié. L'interconnexion, on en a parlé aussi. On fait tous énormément de choses et on l'a vu ces derniers jours. Mais travailler ensemble ou en tout cas réfléchir à des dispositifs de capitalisation, essayer de voir l'interconnexion entre les dispositifs pour assurer une réponse plus globale. Voilà. Je crois qu'on va faire la table ronde parce qu'on est un peu pressé. Voilà, j'aimerais bien merci de cette présentation à toutes les deux. Je voudrais donner la parole à Patrick Jivanovic. Justement, on a vu les possibilités, toutes les possibilités, aussi bien de ce qui se fait sur le terrain, de ce que nous présentait Inès Touvenot, ce qu'on a vu aussi dans les prix de la Fondation Pierre Fabre l'autre jour, de tout ce que nous propose, applications, objets connectés, etc. Puis lorsqu'on préparait cette table ronde tous les deux, vous m'avez dit, tout ça, c'est de la télémédecine spectacle, l'échographe connecté sur le smartphone qu'on a pourtant récompensé dans ces mêmes lieux l'année dernière, les applications qu'on va pouvoir apporter ailleurs. Vous dites c'est bon pour les journalistes, mais c'est trop loin de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça ? Oui, j'entends beaucoup nous entendons beaucoup dans l'écosystème de définition de la télésanté, de la e-santé. Alors, s'agissant de la santé, on va dire connectée au service finalement de la santé publique, puisque ces dames viennent de parler de façon assez éloquente du besoin de couvrir les populations et de cette proximité qui est indispensable. Et donc, pour appliquer la santé publique, il me semble qu'il faut renforcer la formation des hommes avant tout. C'est des femmes et des hommes, évidemment, hommes avec un grand H. Donc, la télésanté ne peut pas être le remède miracle. Et souvent, j'ai cette impression que quand on parle de télésanté, on parle de téléspectacle. C'est vrai qu'un échographe portable aujourd'hui, entre Dakar et Matam, par exemple, c'est sympathique, mais ça sert à quoi et ça sert à combien de personnes ? Et c'est ma question fondamentale. Donc, je pense que j'ai envie de remettre la télésanté comme étant simplement... Une excellente définition a été donnée lundi à la Fondation Pierre Fabre, vous y étiez. Quelqu'un a dit, je ne peux pas le citer de mémoire, mais quelqu'un a dit, ou en tout cas a écrit sur un de ses slides, la télésanté, c'est le partage de l'information en temps réel à partir des outils de télécommunication. Je trouve que c'est une très bonne définition. Finalement, c'est ce partage de l'information médicale. Et donc, l'informatique médicale, à mon avis, est plus une définition de la télésanté, encore une fois, que des actes téléportés et simplement d'une communication à distance un peu spectaculaire. Voilà ce qui était la définition, ma définition en tout cas. Gardez votre propos. J'aimerais bien que, Véronique Touvenot, vous preniez le micro. Votre sentiment, s'il y a un risque de dérive télésanté, téléspectacle, un petit peu, comme dit Patrick Jivanovic. Mais oui, parce que c'est joli. Vous allez toucher tout le monde dans la salle, là, quand même. Mais évidemment, mais oui, parce que c'est joli, parce que c'est sexy, parce qu'on se dit c'est génial, ça passe bien dans les médias. Et là, j'ai pas insisté, mais le rôle des médias est extrêmement important pour véhiculer justement à la fois l'information attractive pour le public et compréhensible. C'est un des problèmes aussi de la télémédecine et de la e-santé, c'est que c'est technologique. Donc là, attendez, que je comprenne bien quand même jusqu'où va votre réflexion. Il y a 2 ans ou l'année dernière, on récompensait dans cette même salle une équipe de jeunes chercheurs qui montaient un échographe avec l'idée de prendre un smartphone d'assez bonne qualité et de pouvoir faire des échographies. On l'envoie à un hôpital à distance où ça peut être examiné par un praticien. C'est du gadget pour vous ? Non, ce ne sera jamais du gadget. Si ça sauve une vie, ce n'est pas un gadget. Et ça sauve au moins une vie. Donc je dis, de toute façon, il faut le faire. On ne peut pas y échapper, comme aujourd'hui. Imaginez-vous de vivre sans votre téléphone portable. Non, de toute façon, ça va se faire. De toute façon, ça avance. Je suis d'accord que c'est encore trop, oui, je suis d'accord avec vous, oui, trop gadget. Et j'en veux pour preuve le nouveau président du Conseil, alors j'ai plus où, c'est la Fédération nationale des gynécologues obstétriciens de France, le professeur Nissan, qui à Monaco me disait il faut complètement qu'on réfléchisse à tout ça. Voilà, il faut s'asseoir et qu'on développe une autre façon d'aborder cela, mais de toute façon, on va utiliser ça, évidemment, on ne va pas s'en passer. Patrick Jivanovic, pour vous, une des utilisations les plus effectives de la télésanté, parce que c'est aussi de la télésanté, c'est l'utilisation de données, de data. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous donner des exemples concrets de ce que vous menez comme chantier ou que vous avez mené ? Oui, encore une fois, je reviens à la santé publique, donc la santé vers le public. Évidemment, je souligne ce que dit Madame, l'utilisation des outils
des nouvelles technologies est indispensable, mais elle est indispensable, encore une fois, centrée patient. Bon, on l'a dit déjà longtemps, souvent, on le redit encore, et c'est mieux de le redire. Et à partir du moment où, effectivement, on a l'usage de ces nouvelles technologies, pour récupérer de la donnée, il est absolument indispensable de structurer cette donnée médicale. Un exemple très, très concret. Quand on fait de la surveillance à caractère épidémique, qui est un outil pour nous, qui est un outil pour l'ensemble de la planète, hein, puisque vous connaissez les effets collatéraux des pandémies aujourd'hui. Donc il est absolument indispensable de concrétiser, si vous voulez, concrètement de récupérer de la donnée médicale pour pouvoir justement la traiter de manière effective, de manière immédiate, et de pouvoir, cette donnée médicale, la circonscrire à un territoire. Par exemple, quand vous faites une surveillance à caractère épidémique, on va prendre la Guinée, que connaît bien mon voisin. Le problème d'Ebola a été un problème de sous-information et du mauvais traitement de cette donnée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'instantanéité de la donnée. C'est peut-être... et encore une fois, on touche là le vrai problème, entre guillemets, de la télémédecine, de la télésanté. Si je vous dis que ce qui est important, c'est de disposer de manière spontanée, instantanée de cette donnée, qu'elle soit cartographiée, qu'elle soit géoréférencée, et donc qu'elle soit traitable en l'instant T, c'est véritablement pour pouvoir justement circonscrire une zone de foyer infectieux, de pouvoir justement la baliser, mettre en place un corridor et de mettre en place un plan de riposte immédiat. Encore une fois, c'est disposer de cette donnée en temps réel et de la bonne donnée. Il ne s'agit pas là d'avoir des données personnalisées, au contraire. À la limite, même des données anonymes suffisent. J'ai envie de vous dire, ça demande des moyens encore plus importants d'aller repérer, pandémie, vous avez cité le nom d'Ebola, de repérer les porteurs de la maladie, la progression éventuellement de la pandémie. Ça semble des moyens encore plus énormes à mettre en place que le développement d'un échographe ou d'un objet connecté. Non, c'est simplement les balbutiements qu'il faut... Encore une fois, il y a un parcours à faire. Et il faut faire les premières étapes avant de se projeter sur les étapes d'après. Pour moi, je vous dis de manière très schématique, parce qu'on n'a pas le temps, sinon on va rentrer dans des considérations qui vont nous porter jusqu'à demain après-midi, mais de manière très schématique, j'ai envie de dire, faisons déjà les premiers gestes, sans aucune parabole médicale. Faisons déjà les premiers gestes. C'est-à-dire que la donnée médicale, elle est très importante pour au moins deux raisons. On parle de la veille sanitaire à caractère épidémique, bon, ça c'est important, on va peut-être y revenir dans le courant de cette discussion, mais je vais aussi parler de l'avènement de la couverture sociale. Pour pouvoir gérer justement la protection sociale des populations, il faut disposer d'une information extrêmement fiable, une information médicale. Le DPI, c'est-à-dire le dossier patient informatisé, existe dans très peu de pays. Parlons de l'Afrique de l'Ouest, parlons de l'Afrique subsaharienne en général, ça existe dans très très peu de pays d'Afrique subsaharienne. Pourtant, depuis à peu près, moi ça fait 22 ans que je suis dans ces pays, on va dire que ça fait au moins une bonne quinzaine d'années qu'on parle de l'avènement de la couverture sociale universelle, mutualisée. Donc, et on n'a pas encore mis en place ces outils de traitement de la donnée. Donc, si on le dit, c'est que c'est une véritable priorité. Et encore une fois, pardon, je vais être un tout petit peu Cassandre, mais je crois que c'est une vraie volonté politique. Ce n'est pas une volonté simplement infrastructurelle. Ce n'est pas le vœu de quelques opérateurs dont je fais partie, modeste, qui pourraient proposer des super organisations informatiques. Non, c'est une véritable volonté politique. Encore une fois, c'est de ressort de la politique que de mettre en place une couverture mutuelle universelle dans un pays. Donc, ça passe par la mise en place d'un système de données. Et pour finir, et pour reboucler avec votre question, s'agissant par exemple de la couverture, on va dire épidémiologique d'un pays ou des frontières, on voit bien l'intérêt, et peut-être qu'on en parlera, parce que ça bouge beaucoup en Afrique de l'Ouest sur ce sujet, évidemment du fait d'Ebola. La mise en place d'un système est relativement simple. Il faut le vouloir. Donc, si j'ai bien compris votre propos, c'est bien de faire des choses en télésanté, des objets connectés, des applications ou autres, mais il faut d'abord commencer par un socle qui soit dur, avec une volonté de santé publique, une politique d'assurance maladie, ou en tout cas assimilée dans un pays, des infrastructures, y compris techniques importantes, avant d'aller faire des objets connectés ou de la santé plus personnalisée. Cheikh Fall, vous étiez aussi sur place, vous avez vu la lutte contre Ebola, on en parlait tout à l'heure. En quoi les nouvelles technologies ou la santé mobile a changé votre manière d'appréhender cette pandémie ou de lutter contre la maladie ? Merci beaucoup. C'est extrêmement important la question que vous venez de poser, parce que quand Ebola s'est déclaré en Guinée, Libéria et Sierra Leone, et pour le cas précis de la Guinée, après plusieurs mois, on n'arrivait pas à contrôler l'épidémie. Pendant ce temps, l'épidémie, la maladie continuait son petit bonhomme de chemin,
infectant de plus en plus de personnes et malheureusement les tuant. Et donc, l'utilisation justement de ces nouvelles technologies-là nous a permis très rapidement de circonscrire la maladie simplement, et d'ailleurs c'est là où je voudrais revenir pour dire que ça a été beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de suivre ces contacts-là avec ces nouvelles technologies que certainement de doter les structures de santé d'échographes qui soient connectés ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les nouvelles? Quand vous dites que c'était plus facile de suivre la maladie grâce aux nouvelles technologies, qu'est-ce que ça faisait concrètement? Concrètement, ce que cela faisait, c'est d'abord former les travailleurs communautaires de santé à qui ces téléphones Android vont être remis. Alors ces téléphones sont dotés d'une puce particulière, n'est-ce pas, qui leur permet de suivre les contacts. C'est-à-dire que pour le cas de maladies à fort potentiel épidémique comme Ebola, où la contagion se fait de façon extrêmement rapide, il est important de savoir qui a été en contact avec le malade, qui a été en contact avec la personne qui a été en contact avec le malade. Donc, voyez-vous toute la chaîne. Toute personne qui, de près ou de loin, a été en contact avec une personne infectée devait être identifiée, suivie, et pendant 21 jours, des constantes doivent être prises. La température, flash thermomètre, les différents symptômes. Et que je comprenne bien, comment rentrait le téléphone portable dans cette histoire-là? Parce que justement, le téléphone était configuré de sorte qu'un certain nombre de questions allaient être posées à la personne contact, n'est-ce pas? Et ces informations étaient saisies directement dans le téléphone et envoyées au centre de santé, qui les centralisait pour les envoyer ensuite au niveau central, ou tout de suite, parce que vous savez, dans les situations d'urgence, on a besoin d'informations en temps réel. C'est ce qui permet de prendre des décisions extrêmement importantes. Une fois que l'information n'est pas possible de l'avoir en temps réel, on met en danger la vie de plusieurs millions de personnes. Donc, ces téléphones portables ont permis aux travailleurs communautaires issus de la communauté, connus par eux, je passe un peu sur des drames qui ont eu lieu parce que les communautés n'ont pas accepté que d'autres personnes viennent, justement. Ils ne comprenaient pas, il manque d'informations. Et le travail qui était demandé à ces travailleurs communautaires-là, au-delà de faire le suivi de ces contacts, donc de poser des questions, de prendre la température, de voir s'il y avait la diarrhée, s'il y avait des vomissements, s'il y avait des fluides sanguinolents, etc., tout ceci, c'est des questions très précises, et fermées d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait des diversions. Donc des questions, c'est oui ou non, qui sont posées, et l'information saisie dans le téléphone est tout de suite envoyée à un centre où quelqu'un les compile, les coordonne et permet tout de suite de prendre des décisions. Et la compilation, en tout cas l'analyse des données, ou en tout cas cette méthodologie, si j'ai bien compris, était développée par une université américaine, c'est ça? Oui. Ça a été développé par... j'ai oublié le nom de l'université américaine, mais c'est une université américaine qui a permis de développer la plateforme. D'accord? Mais ceci a fait l'objet, n'est-ce pas, d'échanges, l'objet de discussions entre cette université-là qui avait la technologie, n'est-ce pas, les partenaires au développement, le ministère de la Santé, mais également les communautés. Donc, une fois que ceci a été fait, il y a eu des séries de formations. Formation des agents communautaires qui devaient utiliser le téléphone, mais également information des communautés pour une acceptation de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle pratique-là, pour leur faciliter la tâche qui consistait à entrer dans les maisons et à poser toutes ces questions-là afin que l'information puisse être capitalisée dans le système et envoyée à un coordonnateur. Et c'est ce qui nous a permis justement très rapidement de circonscrire la maladie et d'isoler tous ceux qui, pendant 21 jours, sont suivis et s'il s'avère qu'il y a une confirmation du cas, d'être référés dans les structures de prise en charge. Et c'est comme ça qu'on a réussi justement à circonscrire la maladie et à réduire justement la poussée épidémiologique. Patrick Jivanovic. Oui, d'un mot pour conforter le propos de Cheikh. On a aujourd'hui en Afrique 1 milliard de cartes SIM, 475 millions de smartphones en activité. Il faut profiter de cette force, s'agissant encore une fois de ce continent, il faut profiter de cette force. Vous disiez tout à l'heure quelque chose qui est peut-être un peu choquant, pardonnez-moi. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place une veille à caractère épidémiologique pour les conséquences que l'on vient de comprendre? Eh bien non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un foyer africain, je crois que madame vous l'avez précisé tout à l'heure, ou nos amis des ONG l'ont dit, chaque foyer dispose de 1 à 3 téléphones. On a dit on accède plus facilement au téléphone portable qu'à l'eau potable. Voilà, et le téléphone portable sert à la saisie. Donc, comme l'a précisé Cheikh, on renvoie vers un niveau central et ensuite c'est traité. Mais ce qui est important, c'est de profiter justement de cette qualité aujourd'hui, de cette force du mobile aujourd'hui sur le continent africain pour pouvoir justement faire de l'information médicale assez bas coût.
Oui, Val. Pas seulement l'information médicale, seulement de l'information démographique. Parce que parfois, c'est uniquement des données démographiques dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions extrêmement importantes, arrêter la flambée d'une épidémie, ou alors, comme Madame a dit tout à l'heure, mais sauver des vies de femmes. Parce que ces téléphones portables peuvent permettre, une fois configurés, d'identifier les signes de danger de la grossesse. Des jambes qui enflent, un saignement pendant la grossesse, etc., etc. Des choses très simples qu'il suffit simplement d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas besoin d'un niveau universitaire pour comprendre cela. C'est des choses que l'on peut voir. Tout de suite de les saisir dans le téléphone, l'information est donnée à une structure de santé. Et dans des pays, je vais donner l'exemple du Rwanda, où l'accessibilité est extrêmement compliquée à cause du relief, c'est des montagnes, etc., etc. L'ambulance qui est basée quelque part peut être actionnée sur la base de ces informations-là que le travailleur communautaire de santé met dans le système, dans le téléphone, et envoie justement à une structure où, rapidement, on envoie l'ambulance pour venir, par exemple, chercher une femme qui est en travail, une femme qui a besoin d'être évacuée très rapidement. Donc, tout ceci constitue, de mon point de vue, des applications de ce téléphone portable-là qui peuvent sauver plusieurs milliers de vies de femmes. Et comme il a dit Patrick, mais le potentiel en Afrique est énorme. Probablement, on trouvera en Afrique un nombre de téléphones portables supérieur à beaucoup de pays. Et des téléphones portables qui permettent aussi de la géolocalisation. Et là, Exactement. il y a des pays qui travaillent sur amener du sang, amener des poches de sang par drone dans certains lieux plus rapidement grâce à la géolocalisation. Je voudrais qu'on entende aussi nos amis des ONG aussi autour de cette table. Alors, on a souvent entendu dans ce lieu des discours enjoués quand même sur la pénétration du téléphone portable, notamment en Afrique, mais c'est également valable en Asie, sur la capacité à amener de l'information, à amener du soin, à amener du mieux vivre grâce au téléphone portable. Je sais que vous nous dites, vous, c'est bien, c'est sympathique, mais attention non plus à ne pas croire à des paillettes, à ne pas croire au miracle et à ne pas, vous avez la peur qu'on vous demande d'en faire plus, peut-être avec moins de moyens en face. Aurélie ou Manon, qui est-ce qui peut répondre là-dessus ? Allez, okay. On est dans une université libre, hein, on s'exprime librement, et si on dit ce qu'on pense. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, si vous me permettez. Il y a eu la question un peu des projets hors sol, et des projets qui étaient un peu du show, alors je ne sais plus comment vous parlez, mais ce que vous disiez exactement sur la télémédecine, mais c'était peut-être pas du tout pérenne et durable. Je pense qu'il y a vraiment deux choses et qu'il est important de le rappeler. Il y a l'urgence, il y a la réponse aux besoins immédiats et l'éthique. Le ML peut être vraiment un outil intéressant et je laisserai Aurélie en parler. Mais il y a aussi les enjeux de développement et les capacités, comme vous le disiez, d'un gouvernement de réfléchir à une stratégie digitale en santé, et nous, en tant qu'acteurs, de pouvoir accompagner, de pouvoir alimenter une politique nationale. Et je crois que ça, c'est un point qui est essentiel. Non, ce n'est pas une solution en tant que telle, les TIC. En revanche, travailler sur la télémédecine, si je pense que ça peut être un outil très intéressant pour assurer un accès aux soins à des femmes qui vivent extrêmement loin, dans des zones extrêmement enclavées, où il y a des barrières donc géographiques, mais aussi financières, socio-culturelles. Et la télémédecine peut être une réponse adaptée. Alors, je parlerai juste, et du coup, pour répondre plus précisément à votre question, à l'AMREF, on travaille beaucoup sur la formation du personnel, qui est, oui, le pilier de l'action sanitaire. Et ça, c'est nécessairement avec un gouvernement, c'est une demande de l'organisation ouest-africaine de la révision des curricula et l'accompagnement de ces dispositifs. Et on utilise nécessairement un outil de notre temps qui facilite le travail sur le terrain et simplement qui aussi, et comme vous le disiez tout à l'heure, où il y a une excellente appropriation, c'est vrai. En revanche, il est nécessaire de pouvoir suivre et de pouvoir ne pas seulement donner un téléphone et dire on capte les femmes et on assure le suivi du parcours de soins, mais c'est aux différentes étapes pouvoir être là, parce que ça reste un métier avec des spécialités très particulières, et je ne crois pas, non, que tout le monde peut se décider un jour infirmier ou sage-femme. Non, c'est un travail très particulier, et les TIC ne viennent compléter. Je prolonge tout de même ma question, qui est une question qui est valable pas seulement dans des pays où il y a des ONG, mais l'ensemble des pays de la planète. Aujourd'hui, on voit bien que toutes ces stratégies digitales viennent complètement casser nos manières de fonctionner. Hier, nous étions dans un hôpital, nous avons passé la journée à nous poser la question du positionnement de l'hôpital, alors que la digitalisation des soins, les parcours des soins viennent faire exploser nos manières de travailler.
les business models économiques, les manières de travailler des personnels soignants. En quoi cette digitalisation, à votre avis, ou cette télémédecine vient modifier votre travail sur le terrain en tant qu'ONG ? Moi, je reviendrai un peu sur l'aspect vraiment catalyseur. Encore une fois, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil. Et il y a la télémédecine, mais il y a aussi d'autres aspects. Nous, sur les urgences, vous le savez comme moi, on lance pas une mission humanitaire du jour au lendemain. Il faut d'abord faire une mission exploratoire. Il faut faire une évaluation et l'utilisation des smartphones avec des questionnaires et l'agrégation automatique des données, ça nous fait gagner un temps qui est précieux. Et ce temps-là, on peut l'investir dans autre chose. Donc je pense que ça, c'est un plus énorme. Après, moi, je reviendrai un peu sur l'aspect contextualisation. Toutes les situations ne sont pas similaires. Les pays dans lesquels on intervient ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas la même approche vis-à-vis de la téléphonie mobile. Et je pense que ça, c'est essentiel. Est-ce que c'est gadget ou est-ce que c'est pas gadget ? Je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait qui va définir ça. Et encore une fois, que ce soit dans l'urgence ou dans le développement, l'évaluation des besoins qu'on va faire à la base, elle va être extrêmement importante. La perception des populations, la vision des ministères de la Santé, des usagers de soins et des professionnels de santé. Donc oui, c'est un plus, ça nous fait gagner du temps, ça nous permet d'accéder plus facilement aux populations, ça nous permet de diffuser des messages plus rapidement. C'est vraiment un gain de temps et un gain en termes d'efficacité, mais encore une fois, ça doit être adapté à la situation, ça doit être pensé avec les usagers, avec les professionnels de santé. Pour que ce soit efficace et pour que ça marche. Et juste une dernière chose, pour moi, quelque chose qui est extrêmement important, c'est la complémentarité des interventions. On ne va pas juste mettre en place de la télémédecine ou une application mobile. Manon en parlait. Il faut renforcer ça avec de la formation, il faut de l'accompagnement. Dans un centre de santé, si les médicaments ne sont pas disponibles, avoir une application qui va renforcer les capacités des sages-femmes, ça ne va pas être très utile. Donc c'est vraiment une combinaison d'interventions et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je voudrais poser la même question à Véronique Touvenot, je passerai la parole ensuite à Patrick Jivanovic, mais on voit comment aujourd'hui la digitalisation a carrément cassé certains modèles de travail. On prend le modèle bancaire aujourd'hui, depuis quelques années, il n'y a quasiment plus personne dans les agences et les banques doivent complètement revoir leur manière de fonctionner avec de la digitalisation et un peu moins de personnel aussi. C'est valable dans le domaine du tourisme. Alors, on va citer des exemples autrement d'applications récits. On voit comment Airbnb a révolutionné une partie du marché du tourisme. On voit comment les agences de voyage ont dû réinventer leur modèle, mais avec aussi beaucoup moins d'agences physiques et beaucoup plus de choses en digitalisation. On voit comment Uber a repensé la manière dont on gère le transport. Est-ce qu'à votre avis, le secteur médical, et particulièrement dans les pays que vous avez cités, et l'action médicale dans ces pays va être aussi repensée dans les prochaines années ? Ou est-ce qu'on va continuer avec le même schéma depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ? C'est difficile de répondre, mais j'aurais tendance à penser que oui, ça va se révolutionner aussi de la même façon. Ça prend plus de temps. Les blocages sont très importants. Sont lesquels, à votre avis, les blocages ? Les blocages sont culturels, d'abord. C'est-à-dire que la santé n'est pas perçue de la même façon dans tous les pays. C'est pas pareil la santé en Californie, on l'a vu hier, et la santé dans les Andes au Pérou. Donc ça n'a pas le même dimensionnement, ça n'a pas les mêmes frontières, santé, bien-être, tout ça, ça bouge, c'est fluctuant. Mais je pense, moi, au niveau de l'action, si vous voulez, au niveau de l'action, on va avoir, je pense, une grande fracture générationnelle. C'est-à-dire ? On est encore avec des décideurs, avec les gens qui ont les finances en main de l'ancienne génération. J'en fais partie. Je me mets dans l'ancienne génération, c'est-à-dire un peu des vieux, mais qui ne sont pas nés avec tout ça. Sauf que ça va avancer. Dans 10 ans, dans 15 ans, ce sont les digital natives qui vont arriver là, qui vont être ceux qui vont pouvoir prendre les décisions au niveau des gouvernements, qui vont arriver à être les directeurs d'hôpitaux, les directeurs des grandes entreprises, et c'est par là que cette révolution va arriver. Que je comprenne encore mieux jusqu'à le schéma que vous imaginez dans ce cas-là pour les prochaines années, vous avez beaucoup parlé de silos tout à l'heure. Vous dites que les organisations humanitaires, aujourd'hui, travaillent de manière générale en silos. Chacun, si j'ai bien compris, défendant son précaré, grosso modo, et évitant de communiquer avec le voisin. En quoi les outils de télémédecine, en quoi la digitalisation, qui est transversale par définition, peuvent faire
casser ces silos et pour quel bienfait à l'arrivée des populations, à votre avis, de manière concrète? Eh bien, prenons l'exemple juste de la grossesse. C'est une période de 9 mois. Vous voyez que je ne suis pas très ambitieuse sur toute une vie. Mais commençons par des choses élémentaires et basiques et sur lesquelles il y a besoin d'action. 9 mois. On donne aux femmes qui n'en ont pas un téléphone portable avec une application où elles ont des informations de santé, quelle que soit l'application qu'elles utilisent, la nôtre ou celle des autres. Mais en même temps, il faudrait leur délivrer un vrai package. C'est-à-dire que ces femmes, elles aient de la e-assurance, qu'elles aient du e-banking, qu'elles reçoivent de l'argent sur un compte en ligne pour payer leurs déplacements pour aller à la clinique. Vous voyez, c'est casser ces silos-là, c'est que ces gens-là on travaille tous ensemble sur la période de 9 mois, voire un petit peu plus pour les 1000 jours du bébé, comme l'UNICEF le recommande, et que ce soit un package complet qui inclut le transport, la finance, l'assurance, la santé, la prévention, la vaccination, et aller vers peut-être l'emploi, peut-être aussi, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié ça me reviendra. Mais vous voyez que ces mondes-là qui ne se parlent pas, qui ne parlent pas le même vocabulaire en plus. C'est-à-dire, attendez, si je vous comprends bien, vous dites ne pas répondre simplement à une question médicale, une question clinique ou physiologique, mais arriver à prendre en considération la personne avec 360 degrés. Où est-ce qu'elle vit, sa maison, est-ce qu'elle a un métier, voilà. Et son logement, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible avec les silos que vous dénoncez dans l'humanitaire. Je vous avouerai que c'est compliqué. Là, ou alors je ne suis pas très douée, c'est possible, mais en l'occurrence, c'est encore très compliqué de convaincre ces gens de mondes très différents qui ne parlent pas la même langue, pas le même vocabulaire, de travailler ensemble pour avoir ce package-là, basique, primaire, mis à disposition et qui fonctionne. Alors Patrick Jivanovic, ensuite j'aimerais bien une réponse aussi de Chek Fall. Oui, je voulais. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, madame, à la réserve quand même près qu'il y a un problème d'analphabétisme important quand même dans un certain nombre de pays. Je parle pour l'Afrique, des pays que je connais plutôt bien. On a aussi cette problématique à régler, c'est-à-dire que le mobile, certes, c'est un outil qui, comme je le disais tout à l'heure, est massivement installé, mais son utilisation est quand même soumise à un certain nombre de formations. Donc, c'est vrai qu'on peut effectivement faire du suivi materno-infantile à partir de... On l'a vu, je pense, dans un certain nombre de projets qui étaient lauréats lundi. Incontestablement, les campagnes de SMSing sont des outils qui sont à la disposition aujourd'hui assez adaptés, mais à la réserve que, malheureusement... tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices ne sont pas toutes formées pour pouvoir justement dialoguer de manière intelligible et souvent efficace. Mais en même temps, c'est un outil qu'il faut utiliser, donc ma réflexion n'est pas finalement si terrible que ça. Bon, je revenais sur un point qui a été dit par Aurélie tout à l'heure et qui me paraît important. C'est l'outil, encore une fois, simple, qui est le mobile, qui n'est pas le seul d'ailleurs, mais l'outil qui est le mobile, c'est simplement pour raccourcir les distances qui existent, puisque vous êtes aujourd'hui, que ce soit par exemple en Asie du Sud-Est, où on a des problèmes avec d'isolation de population, massif montagneux, massif maritime, on a des réalités. Moi je travaille sur le Vietnam actuellement, sur une problématique de 30 millions de personnes qui sont isolées, c'est-à-dire coupées tout simplement d'une capacité de recevoir des soins primaires. Par l'isolation physique, par l'isolation géographique. Donc cet outil-là, vous le voyez, il n'est pas très compliqué, on n'est pas dans la haute technologie, là, on est dans la technologie très basique. Eh bien, ça permet de raccourcir ces distances. Et le deuxième point que je voulais ajouter, il est important parce qu'il est, lui, technique, c'est qu'il ne faut pas penser simplement dans le paradigme des télécoms. Il faut penser aussi beaucoup plus global, avec une vision satellitaire du sujet. Alors, pardonnez-moi, évidemment, je suis un tout petit... Ça semble beaucoup plus cher, le satellite, que le portable. Eh bien non, cher monsieur. Oui. Eh bien non. Ben non, c'est une idée c'est un cliché. Un peu, c'est un peu un cliché, oui. Il faut tordre le cou à ce préjugé, parce que aujourd'hui, les lanceurs de satellites, évidemment, on en connaît quelques-uns à côté de chez nous, donc je vais vous faire l'économie de parler des maisons pour lesquelles je travaille, mais il y a de plus en plus de programmes satellites qui sont lancés, et ce que je peux dire aujourd'hui, sans trop m'avancer, sans être trop présomptueux, peut-être que quelqu'un dans la salle me dédiera, c'est qu'il y a aujourd'hui une très large couverture satellitaire qui permet de couvrir l'ensemble du continent africain, ce qu'on appelle la zone Afrique, je rajoute Madagascar, Comores, Mayotte, Maurice, enfin les îles de l'océan Indien, et qui font partie de ce qu'on appelle les ZSP, eh bien elles sont entièrement couvertes par les satellites. Ce qui veut dire, je conclus, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui la capacité
de travailler sur un binôme, un duo, qui est le télécom et le satellite, pour couvrir la totalité d'un pays. C'est ce que, par exemple, nous nous engageons à faire sur un certain nombre de pays sur lesquels nous déployons des programmes de couverture satellitaire. Jacques Fall, pour vous, je rappelais, vous travaillez au Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, 2 questions concrètes que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Est-ce que vous ressentez aussi, on peut ressentir d'ailleurs, cette impression de silo, en tout cas d'éloignement des acteurs qui travaillent sur le terrain? Oui, l'approche fragmentaire là existe sur le terrain. Et naturellement, des efforts sont faits actuellement pour essayer de les mettre ensemble afin de fournir des solutions globales, complètes, n'est-ce pas? Voyez-vous, nous faisons face souvent à des problèmes qui sont complexes, qui demandent une intervention multisectorielle. Et c'est là où justement toute la question posée par Madame a son sens. Parce que c'est des gens qui viennent de secteurs différents et qui doivent contribuer justement à améliorer un aspect particulier qui est la santé. Voyez-vous? Et ça demande justement cet effort de coordination, ça demande cet effort de mise en commun, etc., etc. Mais je voudrais dire également là que même dans ce cadre-là, l'utilisation de ces nouvelles technologies a un rôle important à faire. Mais ce qu'il faut faire, et là c'est là où je souscris entièrement à ce que vient de dire Patrick, il faut un renforcement des compétences, n'est-ce pas? Sur le plan réglementaire, sur le plan peut-être même politique, sur le plan des ressources humaines, sur le plan du contenu, n'est-ce pas? Et sur le plan d'application simple. Parce que voyez-vous, l'application de la télémédecine, elle est bien. On ne peut pas ne pas faire actuellement. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir en fonction de l'environnement. Parce que nous n'avons pas l'électricité partout. Par contre, pour charger un téléphone portable, ça peut se faire très rapidement avec des petites batteries solaires, etc., etc., qui peuvent permettre de raccourcir, de prendre des délais, de raccourcir les délais et d'avoir une information qui peut permettre de sauver des vies. Donc je pense que ceci est important, mais l'aspect renforcement des capacités sur le plan réglementaire, sur le plan politique, sur le plan des ressources humaines, n'est-ce pas, sur le plan des contenus, me semble extrêmement important pour non seulement raccourcir ces délais-là, mais faciliter cet aspect de coordination pour, en fin de compte, fournir un produit qui est global et qui est cohérent. Et ce sera ma dernière question avant de laisser la parole au public. Je répète ce que je disais tout à l'heure, le digital a cassé, en tout cas, la manière de fonctionner à peu près, je dirais, dans tous les secteurs de la société aujourd'hui. De quelle manière imaginez-vous le changement de fonctionnement des acteurs sur le terrain, que ce soit les Nations Unies ou que ce soit des ONG, avec cette digitalisation, à horizon 4 ans, 5 ans? Vous savez, on n'a pas le choix. Ou bien on est dans cette mouvance-là, ou on est laissé en rade. Maintenant, le problème, comme j'ai dit tantôt, c'est le renforcement de compétences pour faciliter ce changement de mentalité-là. En attendant que les nouvelles générations, ce sont des générations digitales, qui viendront, qui comprendront ces choses-là beaucoup mieux que nous autres-là, et qui, finalement, seront tout de suite prêtes à prendre le relais. Et vous les sentez poindre aujourd'hui, vous les sentez apparaître, ces nouvelles générations qui poussent derrière? Absolument. Ouais. Absolument, parce que voyez-vous, dans certains pays, il y a justement cette certaine expérience qu'on appelle Early Childhood Development. Je ne sais pas très bien comment le dire en français, mais c'est une façon d'exposer dès le bas âge les enfants à ces nouvelles technologies-là. Ça permet de développer des hommes et des citoyens de type nouveau qui comprennent justement ces questions-là et dont, je veux dire, la structuration mentale est moins rigide que nous autres là, et qui peuvent comprendre ces choses-là très rapidement et faire sortir des idées géniales que peut-être nous n'avons pas. Véronique Touvenot, juste vraiment pour clore en un mot, vous aussi vous sentez poindre cette génération. Enfin, on voit quand même qu'il n'y a pas que de la pénétration de téléphones portables en Afrique. Il y a une invention, il y a une créativité en termes d'applications, d'outils de médecine. Et que je parle d'Afrique, mais on pourrait parler de l'Asie, on pourrait parler du Népal, qui a eu 2 applications récompensées hier à la Fondation Pierre Fabre. Ils ne se contentent pas, j'ai envie de dire, de recevoir des outils, peut-être des téléphones fabriqués dans nos pays. Ils inventent les usages et les applications dont d'ailleurs nous ferions bien nous inspirer de temps en temps. Est-ce que vous sentez poindre cette nouvelle génération qui pousse ? Oui, non seulement poindre, mais ils sont là très concrètement. Et parmi les flots de réfugiés que nous avons reçus en Europe, ils n'ont pas attendu qu'on mette à leur disposition des applications mobiles. Ils sont arrivés de Syrie à Berlin, ils ne savaient pas du tout où aller, comment faire, ils ne parlaient pas l'allemand. Eh bien, ils ont mis en place une application mobile dans leur langue pour s'orienter dans Berlin et aller voir les administrations aux bonnes heures, avant 4 heures, ça ferme, avec les papiers qu'il faut, etc. Donc, ils sont là. Sauf
qu'ils n'ont pas les manettes des décisions, ils n'ont pas les manettes des finances, et que c'est ça qui catalyse les choses. C'est-à-dire que pour l'instant, les décideurs, qu'ils soient politiques au niveau des gouvernements, comme au niveau des grandes entreprises, des grandes banques et des grandes assurances, ils ne sont pas là. Et les femmes ne sont pas là non plus, et ils n'ont pas l'argent, et ils n'ont pas le pouvoir décisionnaire. Donc il faut attendre que les vieux s'en aillent, et qu'ils arrivent, et qu'enfin se mette en place cette révolution, encore 10-15 ans, je pense. C'est là où je voulais parler de la volonté politique, en fait, dans le cadre même de ce renforcement de compétences. Il faudrait qu'on amène les décideurs à avoir cette volonté politique de voir les choses autrement, n'est-ce pas, pour faciliter cette mutation, hein, voilà, cette transition, et raccourcir un peu la fracture numérique, bien le gap numérique. Ce qui n'est pas propre qu'au pays du Sud, je vous rassure. Merci à tous de cette participation, on peut les applaudir, et c'est donc la fin de cette table ronde.